La petite maison qu'occupaient Émilie et Marc, au bout d'une ruelle poussiéreuse de la ville, semblait de plus en plus étroite au fil des jours. Non pas parce qu'elle était trop petite, mais parce que les murs portaient le poids des soucis accumulés. Chaque recoin transpirait l'angoisse, chaque silence résonnait comme un rappel cruel de leur situation. Émilie, assise au bord de son lit, fixait le sol, sans vraiment le voir. Ses mains tremblaient légèrement, froissant machinalement le tissu de sa robe usée. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Depuis des mois, Marc revenait chaque soir avec le même regard fatigué, le même soupir de découragement, la même phrase répétée comme une condamnation. « Rien, Émilie. Pas d'emploi. Encore une fois. » Et elle, toujours, forçait un sourire. Toujours, elle posait une main douce sur son gras, chassant d'un murmure ses inquiétudes. Mais à l'intérieur, elle se sentait déchirée. Elle voyait l'homme qu'elle aimait s'enfoncer dans un gouffre, et elle ne savait plus comment l'en sortir. Marc était un homme digne, fier, travailleur. Mais depuis la fermeture de l'atelier où il avait été employé pendant des années, toutes ses tentatives pour rebondir avaient échoué. Trop de concurrence, pas assez de diplômes, trop d'injustice. Et plus les refus s'accumulaient, plus il s'enfermait dans un silence amer. Ce soir-là encore, il rentra tard. Ses épaules voûtées trahissaient la fatigue et le désespoir. Émilie l'attendait, assise à table, un bol de soupe tiède devant elle. « Tu es rentré », dit-elle d'une voix douce. Il ne répondit pas tout de suite. Il retira sa veste lentement, puis s'assit en face d'elle, posant lourdement ses mains sur la table. « J'ai frappé à 6 portes aujourd'hui. 6. Tu sais ce qu'ils m'ont dit ? Que je n'étais pas qualifié, pas assez moderne, pas assez... rien. » Émilie baissa les yeux, incapable de soutenir son regard, plein de rancune contre lui-même. « Tu finiras par trouver Marc, je le sais. » Il la fixa un moment, comme s'il voulait croire ses paroles, mais son visage s'assombrit davantage. Croire ne met pas de pain sur la table. Croire ne paie pas le loyer. Croire ne me le rend pas ma dignité. Ces mots la frappèrent comme des gifles silencieuses. Elle aurait voulu lui dire qu'il était toujours digne, qu'il était toujours l'homme qu'elle admirait. Mais elle savait que ces paroles seraient vaines. Ce dont il avait besoin, ce n'était pas de réconfort. C'était d'une chance. D'une seule. Cette nuit-là, Émilie ne dormit pas. Elle se tourna encore et encore dans son lit, ses pensées prisonnières d'un seul dilemme. Le lendemain, elle prit une décision. Quelques jours plus tôt, une rumeur était arrivée à ses oreilles. On disait que le grand industriel Augustin Sizing, un homme riche, influent et redouté, cherchait un nouveau directeur de projet dans son entreprise. Marc avait toutes les compétences pratiques pour ce poste, mais aucune connexion pour y accéder. Émilie savait une chose. Sizing avait une réputation. Derrière son apparence respectable, il était connu pour ses exigences immorales. Plusieurs murmuraient qu'il profitait de son pouvoir pour obtenir ce qu'il désirait des femmes en échange de faveurs. Tout en repensant à ces rumeurs, Émilie sentit son estomac se nouer. La simple idée de franchir cette ligne lui donnait envie de vomir, mais chaque fois qu'elle revoyait le visage abattu de Marc, sa honte s'effaçait devant une certitude, elle n'avait pas le droit de rester spectatrice. Alors, un matin, elle se rendit au siège imposant de la société Sizing Industries Corporation. Les portes vitrées semblaient trop grandes pour elle, ses talons résonnaient trop fort sur le marbre du hall. Elle se sentit minuscule, vulnérable, étrangère dans ce monde de puissance. On la fit attendre longtemps avant de l'introduire dans le bureau de Augustin Sizing. C'était un homme d'une 50aine d'années, large d'épaules, vêtu d'un costume parfaitement taillé. Ses yeux gris froids la détaillèrent de haut en bas avant qu'il ne daigne parler. « Vous êtes Émilie Ouédraogo. Je viens vous parler de Marc Guéhi. » Sa voix tremblait, mais elle tenta de garder la tête haute. Il leva un sourcil, amusé. «
« Et pourquoi croyez-vous que le sort de ce Mark m'intéresse ?» Elle inspira profondément. « Parce que je sais qu'il pourrait être un atout pour votre entreprise. Il est travailleur, loyal, compétent. Il mérite une chance. » Sizing s'adossa à son fauteuil, croisant les doigts devant son menton. « Beaucoup d'hommes méritent une chance, mademoiselle Laurent, mais tous ne l'obtiennent pas. Pourquoi devrais-je m'intéresser à lui ?» Émilie sentit ses joues brûler. Elle savait ce qui l'attendait. Elle avait vu la lueur dans son regard. C'était le prix qu'il exigeait. Et elle comprit que son silence prolongé n'était qu'un jeu cruel pour la pousser à l'avouer elle-même. Alors, le cœur serré, elle prononça ces mots qui allaient marquer sa vie à jamais. « Parce que je suis prête à faire ce qu'il faut pour lui. » Un sourire mince se dessina sur les lèvres de Sizing. « Voilà qui devient intéressant. » Émilie sortit du bureau 2 heures plus tard, les jambes tremblantes, le regard vide. Elle se sentait souillée, trahie par son propre corps, comme si une partie d'elle venait de mourir. Mais elle se répétait sans cesse une phrase comme un mantra désespéré. C'était pour Mark, pour lui. 2 jours plus tard, Mark reçut un appel inattendu. Sizing lui proposait un poste au sein de son entreprise, avec un salaire bien au-delà de ce qu'il espérait. Mark n'en revenait pas. Il serra Émilie dans ses bras, les larmes aux yeux. « Tu vois, je te l'avais dit, mon amour, la chance a fini par tourner. » Émilie enfouit son visage contre son torse pour cacher les siennes. Si seulement il savait. Les semaines suivantes furent étranges. Mark se lança dans son nouveau travail avec énergie. Chaque soir, il rentrait excité, racontant ses rencontres, ses projets, ses ambitions renaissantes. Émilie l'écoutait, souriait, l'encourageait, mais au fond d'elle, une douleur sourde grandissait. Chaque éclat de rire de Mark était comme un rappel cruel du prix payé. Chaque succès qu'il savourait lui arrachait un peu plus le cœur. Elle aurait voulu se réjouir, sans arrière-pensée, mais l'ombre de Delacroix pesait sur elle comme un spectre invisible. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Mark lui prit la main avec tendresse. « Tu sais, Émilie, je crois que tout ça, c'est grâce à toi. Tu m'as soutenue quand j'étais au plus bas. Tu as cru en moi. Je n'y serais jamais arrivé sans toi. » Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Oui, grâce à moi, » souffla-t-elle dans un murmure que Mark n'entendit pas, car il ne savait pas. Il ne devait jamais savoir. Le soleil brillait à peine quand Mark rentra chez lui, une lettre épaisse à la main. Son cœur battait à tout rompre. « Émilie !» cria-t-il. « Sizing Industry Corporation m'a pris. Je commence lundi. » Émilie sentit un mélange étrange de joie et de douleur. Elle s'approcha pour le serrer dans ses bras, mais ses mains tremblaient. Les souvenirs du bureau d'Augustin Sizing, de son regard pesant et de l'humiliation silencieuse qu'elle avait subie pour lui trouver ce travail revenaient en vagues amères. « C'est incroyable !» murmura Mark, le visage rayonnant. « On va enfin respirer. » Émilie força un sourire, répétant dans sa tête « C'était pour lui seul. » Quelques jours plus tard, Sizing Industry Corporation organisa une réception pour célébrer un contrat important. Mark, enthousiaste, insista pour qu'Émilie l'accompagne. L'hôtel était somptueux. Les murs brillaient, les lustres illuminaient la salle, et une foule élégante discutait autour des cocktails. Mark se montra fier, parlant avec assurance à quelques invités. Émilie, vêtue d'une robe simple mais élégante, observait tout avec un mélange de curiosité et d'appréhension. C'est là qu'elle croisa à nouveau Augustin Sizing. Le regard de l'homme de pouvoir s'attarda sur elle plus longuement que la politesse ne l'exigeait. Sa voix douce mais ferme la fit frissonner. « Émilie, vous êtes radieuse ce soir. » Elle sourit poliment, mais son cœur battait plus vite. Il ajouta, avec un mélange de séduction et de sérieux, « Demain, j'aimerais vous revoir, à l'hôtel, à 11 heures. » Émilie sentit un froid glacial parcourir son dos. Elle savait exactement ce qu'il voulait. Et pourtant, une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de se sentir troublée par ce mélange d'attention et de danger. Pendant ce temps, Mark était avec Fatou, la collègue chef de projet. Ils parlaient stratégie, partageaient des idées et se perdaient dans des discussions professionnelles. Mark se sentait utile, reconnu et, pour la première fois depuis longtemps, confiant.
Émilie, seule à l'hôtel, pensait à la proposition d'Augustin Seising. Elle savait que ce rendez-vous pourrait changer sa vie ou la plonger dans un abîme qu'elle ne pourrait jamais oublier. La peur et l'excitation se mêlaient dans un mélange étouffant. Cette soirée de réception marqua un tournant. Marc, plongé dans le monde professionnel, se rapprochait de ses ambitions, tandis qu'Émilie ressentait la pression de son propre sacrifice. La tension entre son devoir envers Marc et l'intérêt étrange qu'Augustin Seising portait à elle grandissait à chaque instant. Alors qu'il quittait la réception, les mots d'Augustin résonnaient encore dans la tête d'Émilie. « Rendez-vous demain, Émilie, à l'hôtel. » Marc, dans sa tête, ignorait tout. Il était concentré sur son avenir professionnel, sur ses discussions avec Fatou, sur ses nouveaux défis. La maison, l'amour et le dévouement silencieux d'Émilie semblaient lointains. Et dans le cœur d'Émilie, une question persistait, lourde et brûlante. Pouvait-elle résister à l'attraction, au pouvoir et au danger qui émanaient de cet homme, tout en protégeant l'homme qu'elle aimait ? La réception avait laissé une empreinte amère sur le cœur d'Émilie. À la maison, Marc s'endormit presque aussitôt, le souffle lent, le visage détendu. Elle resta éveillée longtemps après. Les mots d'Augustin Seising revenaient en boucle dans sa tête, comme un refrain qu'elle ne pouvait plus chasser. Demain, à 11h, à l'hôtel. Elle se leva plusieurs fois pour regarder la porte close. À travers la fenêtre, la ville dormait à moitié. Les réverbères tendaient à l'eau pâle sur la rue. Elle repensa à tout ce qu'elle avait déjà donné pour lui. La nuit volée, l'indignité avalée, les larmes étouffées. Était-ce vraiment pour ce monde qu'elle s'était sacrifiée ? Pour ses costumes, ses dîners, cette reconnaissance qui brillait mais qui ne réchauffait pas ? Le lendemain, Marc se leva joyeux. Il avait une réunion avec Fatou, une réunion qui pouvait ouvrir d'autres portes. Il embrassa Émilie sans beaucoup d'effusion, un baiser pressé, empreint d'un bonheur qui lui appartenait tout entier. « Je serai tard, mais ça avance bien », dit-il. Elle fit un signe de tête, la gorge serrée. Quand la porte claqua, elle resta un instant immobile, tenant la tasse de café qu'elle n'avait pas réellement goûtée. Elle pensa à la robe qu'elle porterait, aux mots qu'elle dirait, à la façon de rester ferme si Augustin franchissait encore une fois la ligne. Elle se répétait que son silence et son courage avaient un sens et que la souffrance pouvait être un pont vers un lendemain meilleur. Puis, à 9h50, elle sortit de la maison. L'hôtel n'était pas loin, c'était un bâtiment moderne. À l'entrée carrelée et aux vitres brillantes, ses mains tremblaient alors qu'elle poussait la porte tournante. Le hall sentait le parfum cher des lieux luxueux, eau de Cologne, fleurs fraîches, cuir poli. La suite d'Augustin était au dernier étage. On lui indiqua la porte sans un regard curieux. Elle monta, le cœur serré, le pas mesuré. La porte s'ouvrit avant qu'elle n'arrive, comme si l'on l'attendait. Augustin se tenait là, impeccablement habillé, l'air calme, un verre à la main. « Entrez, mademoiselle ». Sa voix était posée, familière, dangereuse dans sa douceur. Elle entra, ses yeux cherchant un point d'accrochage qu'elle ne trouva pas. La suite était immense, canapé bas, table basse recouverte de magazines d'affaires, une baie vitrée donnant sur la ville. Tout respirait la retenue et le contrôle. « Asseyez-vous, je vous prie », dit-il en montrant le fauteuil en face du sien. Elle s'assit, les mains serrées dans son sac. Augustin la regarda longuement, comme pour déchiffrer la page d'un livre. Il n'y avait pas de fureur dans son regard, juste un exercice méthodique de pouvoir. « Vous êtes venu, observa-t-il. « Vous m'avez demandé, répondit-elle faiblement. « Pourquoi avez-vous fait ce que vous avez fait, Émilie » demanda-t-il sans détour. La question la prit de court. Elle sentit ses muscles se tendre. Elle aurait voulu fuir, hurler, maudire, mais sa voix resta sèche. Parce que, commença-t-elle, puis s'arrêta. Les mots semblaient trop faibles pour traduire la somme des gestes, des nuits, des promesses brisées. Parce que je l'aime, finit-elle par dire simplement. Augustin eut un léger mouvement d'amusement. L'amour, répéta-t-il, un mot noble. Mais l'amour ne paie pas toujours le prix que l'on croit juste. Il appuya son regard sur elle, sans agressivité manifeste, mais l'attention s'installa comme un voile. « Écoutez, dit-il calmement, Marc a désormais une place chez Seising. Il a de l'avenir. Vous avez poussé une porte pour lui, je l'admets.
Mais certaines portes, une fois ouvertes, laissent des traces. Émilie sentit la bile lui remonter. Instinctivement, elle secoua la tête. « Je ne veux rien. Je veux seulement que Marc travaille et qu'il soit heureux. » Augustin posa son verre, lentement. Sa main toucha presque le bras d'Émilie, puis se retira, comme si toucher un fil pouvait activer un piège. « Vous avez une dignité, mademoiselle. Mais dites-moi, êtes-vous certaine que la dignité suffira dans ce monde ? Vous avez déjà montré que vous pouviez faire des choix difficiles. Ceux-ci peuvent ouvrir d'autres possibilités, à vous deux. » Sa voix se fit plus douce, plus persuasive. « Je peux vous assurer une protection, un toit meilleur, de l'argent pour vos proches, et, si vous le souhaitez, une place de confiance pour Marc, plus rapidement que par un détour normal. » Un vide se forma dans la poitrine d'Émilie. Les mots étaient lisses comme des pièces de monnaie. Ils brillaient, tentants. Elle pensa au loyer, aux médicaments de la mère de Marc, aux promesses envolées de la vie. Elle pensa aux mains de Marc, calleuses, à ses yeux qui avaient perdu l'éclat. Augustin offrait une facilité qui pourrait enlever leur nuit de peur. Elle déglutit, tenta de rappeler sa force. « Ce ne sera pas sur mon dos, je refuse. » Il la regarda avec un sourire sans joie. « Refuser, c'est une option. Mais sachez qu'un refus ferme peut réveiller de la mauvaise volonté. Et la mauvaise volonté a des conséquences. Réfléchissez avant de fermer la porte. » Ces mots tombèrent comme des pierres. Émilie sentit une panique sourde, une peur qui n'était pas seulement pour elle, mais pour Marc. Elle comprit dans un éclair glacé que ce qu'elle avait déjà donné l'avait exposée à des demandes à répétition. Que la faveur n'était pas un cadeau, mais une dette que l'on pouvait réclamer encore et encore. Elle sentit ses jambes fléchir. Un seul mot s'imposa alors, lourd comme une sentence, protéger. Protéger Marc, son avenir, leur foyer. Sa bouche se ferma. Elle n'avait plus qu'un choix apparent, servir la cause du silence ou détruire leur fragile nouveau bonheur. « Très bien, » murmura-t-elle enfin, plus pour elle que pour lui. « Je vais y réfléchir. » Augustin inclina la tête, satisfait d'avoir planté la graine. Il la raccompagna à la porte. À l'instant où elle franchit le seuil, elle se sentit plus seule que jamais. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Marc était dans un petit restaurant avec Fatou. Il parlait d'objectifs, de clients, de la manière de se faire entendre dans l'entreprise. Fatou, franche et directe, donnait des conseils qui faisaient sens. « Tu as quelque chose, Marc. Il faut juste que tu le montres sans trop en faire. Reste professionnel, garde la rigueur et n'oublie pas d'écouter. Les bonnes places ne vont qu'à ceux qui savent aussi se faire entendre. » Il buvait ses paroles comme un homme assoiffé. Pour la première fois, il se sentait vu pour ce qu'il savait vraiment faire. Il se sentait utile, ambitieux, prêt. Il ne se doutait pas qu'à l'heure même où il apprenait à se construire un avenir, Émilie avait quitté la suite d'Augustin, le visage blême, la dignité grignotée par la peur. Quand Marc rentra tard, il trouva la maison en ordre. Le dîner refroidissait, la lumière tamisée. Émilie l'attendait, assise, la main sur sa tasse de thé. Il la serra dans ses bras sans mesurer la froideur de son accueil. « Tout s'est bien passé ?» demanda-t-il, le sourire encore aux lèvres. « Oui, tout va bien. » Il l'embrassa et alla se coucher, épuisé mais heureux d'un bon jour de travail. Émilie resta un moment assise, regardant la porte se fermer. La maison semblait soudain trop petite pour contenir les secrets. Le silence pesait comme une chape. Elle repassa la scène, la voix d'Augustin, la proposition, le choix qui l'attendait. Elle se dit qu'elle devait tenir encore, que la vérité ne pouvait pas éclater maintenant. Mais un sentiment plus sombre la gagna. Elle avait voulu sauver l'homme qu'elle aimait, et désormais ce même homme, porté par l'espoir et la reconnaissance, s'éloignait, inconscient du prix que quelqu'un payait pour lui. La nuit tombée, Émilie se coucha sans sommeil. Elle savait que la route serait longue et que d'autres demandes pourraient suivre. Elle connaissait le double visage du pouvoir, ce qu'il offrait et ce qu'il prenait. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'était jusqu'où Marc serait prêt à aller pour défendre ce nouvel avenir, et si, un jour, il pourrait encore regarder la femme qui avait tout donné avec les mêmes yeux qu'avant.
Au petit matin, un dernier regard échangé. Marc au seuil de la porte, confiant. Émilie, silencieuse, portant un poids trop grand pour ses épaules. Le vent du dehors apportait l'odeur de la ville, indifférente. Et dans la maison, deux vies commençaient lentement à se décaler. Les semaines qui suivirent le rendez-vous à l'hôtel marquèrent un tournant. Marc n'était plus le même homme. Son pas était plus assuré, son dos plus droit, ses yeux plus vifs. Chaque soir, il rentrait avec une lueur de fierté qu'Émilie n'avait pas vue depuis longtemps. « Émilie, tu sais quoi ?» lançait-il en ouvrant la porte. « Aujourd'hui, c'est moi qui ai trouvé la solution au problème du client sénégalais. Fatou m'a félicité devant tout le monde. » Il parlait vite, avec passion. Son enthousiasme débordait et parfois il ne remarquait même pas que sa compagne l'écoutait à moitié, perdue dans ses pensées. Elle souriait par réflexe, hochait la tête, mais son cœur était ailleurs. À chaque mot qu'il prononçait, elle revoyait le regard d'Augustin Sizing, les murs froids de la suite d'hôtel et cette voix qui lui murmurait qu'elle avait une dette. Marc, dans son insouciance, ne voyait rien. Il ne voyait pas que son bonheur à lui creusait chaque jour une fissure dans le cœur d'Émilie. Un matin, alors qu'elle étendait du linge derrière la maison, Émilie entendit son téléphone vibrer. Elle reconnut le numéro immédiatement. Son estomac se noua. « Bonjour, Émilie », dit la voix grave au bout du fil. « Qu'est-ce que vous voulez encore » souffla-t-elle nerveuse. « Ce que je veux n'a pas changé », répondit Augustin calmement. « Hier, ton mari a brillé en réunion. Je l'ai remarqué. Mais rappelle-toi que sans moi, il n'aurait pas eu cette chance. » Elle serra le drap humide dans ses mains, le cœur battant. « Je ne vous dois rien » murmura-t-elle, plus pour se convaincre que pour l'affronter. « Tu crois ?» Sa voix se fit plus dure. « Alors écoute bien, Émilie, je ne répète pas mes demandes éternellement. Demain, 20h, même hôtel. Sinon... » Un silence lourd. « Sinon quoi ?» lâcha-t-elle tremblante. « Sinon ton cher Marc pourrait découvrir ton premier sacrifice, de ma bouche. » La ligne se coupa. Émilie sentit ses jambes céder. Elle s'assit au sol, le drap tombant à côté d'elle, les yeux embués de larmes. Elle venait de comprendre que ce n'était pas seulement un piège, c'était une prison sans porte de sortie. Pendant ce temps, Marc s'enfonçait de plus en plus dans sa nouvelle vie. Ses soirées se rallongeaient. Quand il rentrait, il évoquait souvent le nom de Fatou avec un naturel qui serrait le cœur d'Émilie. « Fatou m'a aidé à structurer ma présentation. Elle est vraiment brillante. Tu aurais vu comme elle a défendu mon idée devant le directeur, c'était impressionnant. » À chaque mention, Émilie sentait une morsure dans son ventre. Elle se tisait, mais une peur sourde la gagnait, celle de voir Marc se rapprocher d'une autre, alors qu'elle-même se salissait pour le protéger. Une nuit, alors qu'il dormait profondément, elle resta éveillée à fixer son visage détendu. Une question lui traversa l'esprit comme une lame. Et s'il finissait par aimer Fatou ? Et si au final j'avais vendu mon corps pour sauver un amour déjà condamné ? La tension devint insupportable. Un soir, Marc rentra plus tard que d'habitude. Il trouva Émilie assise dans l'ombre, ses yeux gonflés de larmes qu'elle n'avait pas eu le temps d'essuyer. « Tu pleures ?» demanda-t-il surpris. « Tu étais où ?» répondit-elle sèchement. « Encore avec Fatou. On préparait la réunion de demain. C'est important, Émilie. »« Toujours Fatou, Fatou, Fatou !» éclata-t-elle. « Tu ne parles plus que d'elle. Et moi, tu crois que je suis quoi, hein? Une chaise à la maison ?» Marc resta figé, choqué par la colère de sa compagne. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je travaille pour nous, pour notre avenir. Pourquoi tu réagis comme ça ? » « Parce que... » Elle s'interrompit, les mots coincés dans sa gorge. Comment pouvait-elle lui dire ? Comment avouer l'inavouable ? Elle se leva brusquement, se dirigea vers la chambre. « Laisse tomber, » murmura-t-elle. Marc resta seul dans le salon, désemparé. Il ne comprenait pas ce qui rongeait Émilie. Pour lui, tout allait mieux. L'argent, l'avenir, la dignité retrouvée. Alors pourquoi ce malaise ? Pourquoi ces larmes ? 2 jours plus tard, Émilie reçut un message simple sur son téléphone. « Ce soir, 20h. Si tu n'es pas là, ton mari saura tout. » Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit lâcher l'appareil. Elle pensa à Marc, à ses rêves, à ce sourire fier qu'il arborait chaque soir. Elle pensait à sa mère malade, au loyer, aux projets fragiles qu'il construisait pierre après pierre, et elle sut qu'elle n'avait pas vraiment le choix. La gorge nouée, elle se prépara. Au moment de sortir, elle jeta un dernier regard vers Marc, qui s'habillait pour une sortie professionnelle avec Fatou. « Tu sors aussi ?» demanda-t-il distraitement.
Oui, une amie, mentit-elle. Leurs regards se croisèrent une seconde. Marc lui sourit sans rien soupçonner. Émilie détourna vite les yeux. La nuit était tombée quand Émilie entra une nouvelle fois dans le hall brillant de l'hôtel. Chaque pas résonnait comme un jugement. Elle monta, le cœur battant à rompre, et arriva devant la suite d'Augustin Sizing. Elle leva la main pour frapper, puis hésita. Derrière cette porte, il y avait l'homme qui tenait son avenir en otage. Derrière cette porte, il y avait peut-être la perte définitive de son âme. Mais si elle n'entrait pas, il y avait Marc et la vérité. Marc et sa colère. Marc et un avenir brisé. La main tremblante, Émilie frappa 3 coups. La porte s'ouvrit lentement, laissant apparaître Augustin, un sourire froid aux lèvres. « Tu as fait le bon choix, » dit-il. Émilie entra, et la porte se referma derrière elle, comme une sentence. Depuis quelque temps, Marc avait remarqué des changements subtils chez Émilie. Ses absences soudaines, ses silences lourds, ses yeux rouges comme si elle avait trop pleuré. Il lui posait des questions, mais elle éludait toujours, détournant la conversation. Un soir, alors qu'il travaillait tard avec Fatou, une intuition étrange le traversa. Fatou avait remarqué sa distraction. « Marc, tu es sûr que tout va bien chez toi ?» demanda-t-elle. « Oui, enfin, je crois », répondait-il sans conviction. Mais au fond de lui, une inquiétude sourde grandissait. Quelque chose ne collait pas. Émilie lui cachait quelque chose, il en était certain. Le lendemain, prétextant un rendez-vous annulé, Marc rentra plus tôt que prévu, mais Émilie n'était pas là. Son téléphone ne répondait pas non plus. Pris d'un pressentiment, il se rendit dans le centre-ville, là où il savait qu'Augustin Sizing avait ses habitudes. Il n'aurait pas su dire pourquoi, mais ses pas le guidèrent presque instinctivement vers l'hôtel luxueux qu'il avait déjà vu en photo dans un article consacré à Sizing. En entrant dans le hall, son cœur s'emballa. À l'accueil, on le regardait de travers quand il demandait Émilie, mais il aperçut son foulard posé sur une chaise, comme abandonné dans la précipitation. C'était suffisant pour qu'il comprenne. Il monta les escaliers, poussé par une force qu'il ne contrôlait plus. Arrivé au 3e étage, il reconnut la voix grave d'Augustin derrière une porte entr'ouverte, et celle d'Émilie. Il jeta un coup d'œil. Ce qu'il vit le transperça comme une lame glaciale. Émilie, dans les bras d'Augustin. Un vertige le saisit. Ses jambes tremblaient. Il recula d'un pas, mais la porte grinça. Émilie sursauta, croisa son regard. Le silence dura une éternité. « Marc !» souffla-t-elle, blême. Marc sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. La colère éclata, brutale. « Alors c'était ça ? C'était ça, ton ami ? Tes absences, tes larmes ?» hurla-t-il, les poings serrés. « Marc, je peux tout expliquer !» cria Émilie, les larmes jaillissant. « Tais-toi !» Augustin, impassible, s'était adossé au mur, un sourire ironique aux lèvres. « Tu devrais être reconnaissant, jeune homme. Sans moi, tu serais encore au chômage », lança-t-il avec mépris. Marc se tourna vers lui, fou de rage. « Toi, tu as profité d'elle, tu as détruit ma vie !»« Non, Marc, » sanglota Émilie, « je l'ai fait pour toi, pour ton travail, pour ton avenir. » Mais ses paroles résonnaient comme un coup de poignard. L'amour qu'il croyait éternel venait de s'écrouler sous ses yeux. Marc ne supporta pas d'en entendre davantage. Sans un mot de plus, il sortit de la chambre, les yeux embrumés, le cœur en miettes. Émilie tenta de le suivre, mais il claqua la porte derrière lui. Ce soir-là, il ne rentra pas à la maison. Il trouva refuge auprès de Fatou, qui l'écouta sans jugement. Elle posa une main apaisante sur son épaule. « Marc, tu ne mérites pas ça. Tu mérites mieux. » Peu à peu, cette présence douce et sincère devint son appui. Ensemble, ils parlèrent de projets, d'avenir, de rêves nouveaux. Quelques mois plus tard, avec l'aide de Fatou, Marc intégra une nouvelle entreprise en pleine expansion. Très vite, son talent fut reconnu et il gravit les échelons jusqu'à devenir directeur. Sa carrière, cette fois, reposait sur son travail, pas sur le sacrifice d'une femme aimante. De son côté, Émilie sombrait.
Elle avait perdu Marc, perdu son foyer, perdu son amour. Il ne lui restait qu'Augustin Seising, ce prédateur qui l'avait enfermé dans sa toile. Au début, elle s'accrochait à l'illusion d'un avenir, se disant qu'il finirait peut-être par l'aimer, mais très vite elle comprit la vérité. Pour lui, elle n'était qu'un divertissement, une proie parmi d'autres. Chaque rencontre la vidait un peu plus, elle se regardait dans le miroir sans se reconnaître. Elle était devenue une ombre d'elle-même, condamnée à errer dans une vie sans amour et sans horizon. Marc avait reconstruit sa vie, non sans cicatrices. Fatou l'accompagnait désormais dans ses nouveaux défis, et ensemble, ils avançaient vers un avenir prometteur. Émilie, elle, continuait à s'enliser dans une relation toxique, incapable de revenir en arrière. Mais une question restait suspendue. Avait-elle eu le droit d'agir ainsi ? Ou avait-elle simplement été victime d'un système où la pauvreté pousse au pire sacrifice ? Chers auditeurs, cette histoire est celle d'un amour brisé par les compromis, les mensonges et la manipulation d'un puissant. Selon vous, Émilie est-elle coupable d'avoir trahi Marc ou victime d'un piège trop grand pour elle ? Marc a-t-il eu raison de tourner définitivement la page et de se reconstruire auprès de Fatou ? Augustin Seising, symbole du pouvoir corrompu, représente-t-il une fatalité ou un adversaire que l'on aurait pu vaincre autrement ? Partagez vos avis en commentaire, car au fond, cette histoire pose une question universelle. Jusqu'où peut-on aller par amour et à quel prix ?